puisque les failles émotionnelles sont clairement des embûches à la reconnexion totale à ce que nous sommes, en fait. Et c'est là où on a beaucoup de gens qui restent aussi un peu perchés, ce qu'on appelle perchés, ou dissociés. Qui ne reviennent pas complètement. Qui ne reviennent pas complètement, en fait. Ces expériences que j'appelle chamaniques, finalement, puisque on peut les apparenter à des expériences de transe, parce que c'est la même chose, en fait. C'est juste que c'est fait dans une condition particulière, et la transe avec un tambour, ou un hochet, ou autre chose, ou de la musique, ou des chants. Voilà, bref, chacun avec sa manière. Voilà, exactement. Et cette médecine-là. Et en fait, il est important d'abord d'apprendre à s'explorer soi dans son fonctionnement pour justement mieux retrouver la maison quand on y revient. Et ça, c'est vraiment essentiel. Chers amis, bienvenue. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec mon invité qui vient de la French Riviera. Et quel bonheur de l'accueillir. Laetitia Gian est avec nous, installée sur les canapés tout droit de Nice, venue. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. C'est bien ça, c'est la French Riviera. Oui, complètement. Merci d'être avec nous. Vous êtes hypnothérapeute. On va parler d'une approche que vous dites unique au monde, que vous avez appelée l'hypnose quantique fréquentielle. On va voir ce dont il s'agit, de quelle manière vous pouvez évidemment accompagner ceux et celles qui vous regardent aujourd'hui, et puis surtout au travers de votre parcours de vie. Et vous dites que dans votre accompagnement, vous allez permettre à des gens de connaître et d'avoir en tout cas des clés que vous appelez en 2 mots les clés de passage. J'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi ces clés ne sont-elles de passage ? Parce que je considère finalement que sur le parcours d'évolution de chacun, on passe des pas en fait, et ce sont des passages finalement qui nous mettent vers un pas de sage. C'est un jeu de mots, bien sûr. Bien sûr. On est au cœur de cette langue des oiseaux que certains utilisent parfois à tort et à travers, ou parfois à bon escient, je ne sais pas, mais je trouve ça très très beau. C'est juste. C'est vraiment très très beau, et quand on commence à analyser cette langue des oiseaux, ça devient beaucoup plus rationnel, beaucoup plus simple à comprendre, et il y a une facilité, une pédagogie qui est très intéressante. Alors donc, on va parler de votre parcours de vie, qui est évidemment très intéressante, et vous dites « Je me définis aujourd'hui comme un témoin de l'infini ». Alors là, je me suis dit « Ouf, explication de texte, que veut dire être un témoin de l'infini ?» Peut-être déjà pour la première raison, c'est que ça ne s'est jamais fini. C'est vrai. Et j'aime bien aussi par jeu aussi de mots que le 1 est fini aussi. Donc en fait, finalement, c'est revenir au soi et être dans l'unité, c'est ce que je veux dire par là. Le témoin, en fait, de l'infini, pour moi, ça veut dire... alors l'infini qui relie vraiment à l'amour et à ce que nous sommes profondément, en fait. C'est de là que je viens parler, en fait. Et que ça n'a pas de fin, cet amour. Il est infini, il ne nous limite pas, en fait. C'est nous qui nous limitons constamment dans notre parcours. Et je me suis vraiment rendu compte au fur et à mesure de mon avancée, où j'ai appris à devenir terrienne, terrestre, et en même temps, tout en restant bien en lien à la source et à ce que je pouvais ramener avec moi, parce que j'ai eu une naissance un peu particulière, je vous en parlerai si vous voulez. Bien sûr, bien sûr. C'est intéressant que vous disiez, vous vous rendez compte, vous dites l'inverse de tout ce que les gens disent ici. Et oui. C'est-à-dire que vous dites, j'ai appris à être terrienne. C'est ça. Alors que j'ai appris les codes. Vous avez appris les codes, alors que la plupart des gens disent, ils sont en recherche de cette spiritualité, de cette ouverture d'esprit, de cet éveil, dont on parle très régulièrement évidemment c'est ici. Juste. Donc c'est l'inverse. C'est l'inverse en fait, c'est que dès le départ, tout était connecté, très en lien avec cet amour qui était constant. J'avais un lien vraiment à une conscience, ma conscience qui me parlait constamment, qui me guidait depuis le tout premier jour. En fait, j'ai eu une naissance un peu particulière. J'ai vécu une expérience, ce qu'on appelle de mort imminente. Alors, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, je sais pas. Moi, je l'ai qualifié comme ça. Je sais qu'avec ma mère, on a eu un petit moment difficile à la naissance. Et j'ai gardé toutes les sensations, la sensorialité, l'odeur, la lumière. Oui, vous dites que vous vous souvenez, de votre naissance. Et pendant très longtemps, alors les premières années, quand j'en parlais, forcément, ça paraissait un peu bizarre, même si j'ai quand même une grand-mère qui est assez ouverte. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle m'accompagne aussi sur mon parcours. Mais tout de même, quand je parlais de ces souvenirs, on me disait souvent quand même, tu sais, c'est normalement impossible par rapport à la science. Et c'est quand j'ai eu mon fils que je me suis rendu compte que si, parce que c'est l'odeur du placenta en fait qui m'a fait
un grand remember, quoi. C'est Enfin, ça, je me suis rappelé d'un coup et j'ai pleuré, tellement pleuré, où je me suis dit, mais non, mais je me souvenais vraiment, en fait. Mais est-ce que c'est une mémoire traumatique, cette naissance, pour le coup, alors ou Alors, pas? il peut y avoir en effet un lien avec la mémoire traumatique, tout à fait, parce que finalement, comme j'étais engagée dans le passage, en fait, et je suis remontée, ou je ne sais par quelle force, hein, peut-être le périnée, je ne sais pas, mais j'ai été réaspirée à l'intérieur et je me suis retournée, donc impossibilité de sortir normalement. Waouh. Et là, donc, eh bien, ils ont endormi ma mère d'urgence. Elle a fait un arrêt cardiaque en plus. Donc, du coup, ils ont ouvert dans la rapidité. Ils m'ont sorti vite parce Donc que l'insuffisance césarienne voilà. dans la foulée, Voilà, etc. c'est ça, Ouais. parce que j'étais bien sûr en moment critique. Et donc, Ouais. ils nous ont ramenés comme ça, toutes les deux. Et je me souviens de cette lumière, en fait, cette lumière très grande et de la sensation d'amour. Voilà, c'était vraiment ça au départ. Et l'odeur. Cette odeur qui était très forte de la naissance, hein, en fait, hein, parce que j'ai gardé un sens olfactif assez développé. C'est toujours très étrange d'entendre quelqu'un dire « je me souviens de ma naissance Oui, oui, je sais. J'ai rencontré d'autres personnes qui Ouais. m'ont témoigné aussi avoir un souvenir. Peu, c'est vrai. ». Alors, la plupart des gens qui ont la possibilité de revenir aux sources de leur naissance ont besoin, j'allais dire, d'un support ou d'une approche, notamment l'hypnose, par exemple. Totalement. Faire une hypnose régressive ou des choses comme ça permet de revivre Oui. aussi certaines étapes, parfois traumatiques, Oui. engrammées dans nos mémoires. Oui. Et donc, effectivement, ils peuvent revivre ça. Mais là, vous le vivez sans artifice, j'ai envie de dire, sans approche particulière. Tout à fait. Je pense que si on peut y arriver en hypnose, c'est qu'on a aussi une partie de nous qui peut totalement s'en rappeler. Sans doute. Donc oui, c'est peut-être, voilà, j'ai peut-être été... C'est pour ça que je m'appelle témoin, entre guillemets, puisque j'aime bien dire que mon parcours, finalement, peut témoigner que ça existe. Vous voyez ce que je veux dire? Sans me sentir ni dans une félicité particulière, ni dans quoi que ce soit de... Même si, bon, il y a quelques attraits qui sont parfois un peu... Bon, j'ai bien remarqué que je ne ressemblais pas à la norme, la norme normalisée. Ouais, c'est ça. Mais que finalement, je pouvais peut-être aussi être inspirante et permettre à ceux qui s'étaient un peu oubliés de retrouver leur mémoire et de revenir à ce qu'ils sont. Ouais, et Je pense que c'est ça, mon aujourd'hui, chemin. c'est ça votre Ouais, chemin c'est et ça, l'accompagnement que exactement. vous préconisez. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on reprend point par point, vous dites donc je suis un témoin de l'infini, un pont entre la terre et les étoiles, que l'amour ne meurt jamais, l'amour comme une mémoire commune. Ouais, ça fait très perché. On est d'accord ou pas? Mais complètement. On est d'accord. Et vous l'assumez complètement, ça? Si vous voulez, les gens qui me connaissent savent que je joue beaucoup, en fait, entre ce côté ancré et connecté, où on peut s'amuser, en fait, parce que finalement, la vie, c'est vraiment un grand jeu. C'est ce que j'ai appris sur mon parcours, c'est que se prendre trop au sérieux et prendre trop les choses au sérieux, en fait, c'est oublier finalement cette source infinie qui est en nous, qui est cette finalement... J'avais envie de dire joie, parce que finalement, c'est un état naturel, la joie. C'est pas une émotion. Ça fait pas partie de la catégorie des émotions, réellement. Mais c'est revenir à quelque chose d'assez simple que l'enfant lui-même... Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec les enfants. D'ailleurs, il y a quelque chose avec les enfants, c'est-à-dire quand ils rentrent dans le cabinet, tout se joue avec le regard. Bien sûr. Le regard et la personne, si on est bien aligné, bien dans nos baskets, ils le sentent tout de suite. Et alors là, vous voyez ça s'envole tout seul, en fait, toutes ces espèces de drames ou de complexités qui peuvent se mettre parfois, parce qu'ils essayent, en fait, d'imiter. En fait, c'est ça, quand je vous dis que j'ai appris à être terrienne. C'est un grand mot, bien sûr. C'est que j'ai appris, en fait, les codes d'une société qui est clairement malade et qui ne va pas du tout dans le sens naturel de l'humain, qui est beaucoup plus en lien à la nature, à l'animalité, à quelque chose qui est très instinctif, en fait, en nous. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai souffert clairement de ce monde très je sais pas, je vais encore inventer un mot, j'adore ça, mais très enfermé, on va dire plutôt. C'est un vrai carcan, ce monde, où tant qu'on ne trouve pas finalement nos fêlures pour ouvrir en fait un peu cet œuf et finalement respirer par nous-mêmes, eh bien, la souffrance, elle est quand même présente parce que ça ne nous correspond pas vraiment. Mais c'est parce que je pense que c'est ça le mal de notre civilisation. J'allais dire de notre pays, mais ça va bien au-delà. Oui, j'ai beaucoup voyagé. Incontestablement. Oui, on parlera évidemment de vos voyages et notamment là où vous vous êtes installé près de 11 ans, hein, c'est ça, sur cette terre sainte, comme on dit. Mais c'est vrai que, alors, c'est parfois très abstrait, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de décrire et la manière dont vous accompagnez. Et quand on utilise les mots, c'est très abstrait.
Okay. Trop, je le sais. Parfois, c'est trop. C'est pour ça que de temps en temps, revenir sur le plancher des vaches, comme on dit, avec quelque chose de très pédagogique, très terrien, ça peut aussi être important et ça peut aussi être culpabilisant. Parce que de se dire, pourquoi moi, je ne suis pas dans cet amour que Laetitia me décrit en permanence, qu'elle ressent, qu'elle est dans cette joie qui n'est pas une émotion, et donc inévitablement je devrais être envahi de joie de temps en temps, parce qu'on est sur un plan terrestre percuté par une société donc malade et des injonctions qui sont parfois difficiles à vivre. Mais je devrais normalement ressentir cette joie. Pour sortir de la culpabilité, c'est comprendre que j'en suis pas responsable. Et que mon mental et mon esprit sont câblés sur une certaine fréquence qui me répète en boucle quelque chose qui n'est pas ce que je suis en fait. Et donc, je pense qu'on peut culpabiliser en effet quand on va voir ça de l'extérieur, mais quand on vient rencontrer de l'intérieur finalement de quoi on parle ici, ça nous paraît tellement naturel en fait, parce qu'il n'y a rien de sorcier ici, hein, mais absolument pas. Mais quand vous dites de l'intérieur, oui, c'est se retourner vers ce que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, alors, c'est abstrait. Je vais vous prendre un exemple précis? Ah mais oui, j'adore, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. J'ai besoin d'exemples précis. Vous savez, je suis 8. Hein. Mais, alors les 8, il faut qu'il y ait une méthodologie. Hein. Vous savez que dans mes équipes, quand ils écrivent des trucs, que c'est des pavés, je ne comprends pas un pavé. J'ai besoin d'avoir un point, 2 points, 3 points, 4 points, très structuré. Je ne peux pas être autrement. Mais j'avoue que dans mes cours, je corresponds beaucoup justement aux personnes qui posent beaucoup de questions, donc j'ai l'habitude et j'aime bien. Donc il me faut un gros titre en Arial 12 et en rouge à 1,5 de la marge à gauche, en haut à droite. J'ai besoin de cette structure-là. Ce qui ne change rien dans le contexte, en tout cas dans l'écriture, ni dans le contenu. Mais j'ai besoin de ça. Alors, donc, des exemples concrets pour ne pas être dans ce « elle y arrive, moi, j'y arrive pas ». Oui, complètement. Alors, je vais vous prendre un premier exemple, une étude qui avait été faite sur des très très jeunes enfants pour voir un comportement humain normal lorsqu'il n'est pas détourné de sa nature. Donc, on a des petits-enfants dans cette étude qui ont moins d'1 an et 1 an peut-être et demi maximum. Et il va y avoir du coup pas des testeurs, ça porte un nom, c'est des gens de laboratoire en fait, vous savez, qui font j'ai pas le mot, pardon. Bref, et donc ces spécialistes vont en fait faire tomber des choses au sol et voir l'enfant, la réaction qu'il va avoir. Et en fait, l'enfant systématiquement va se lever à chaque fois pour ramasser l'objet et le donner à la grande personne en fait. Et c'est bluffant de voir ça. Et franchement, j'ai été testée, bien sûr. J'avais envie de voir si ça marchait vraiment, mais c'est vrai. Et l'enfant, systématiquement, s'il est attentionné, bien sûr, à ce que vous faites, va venir et n'attend aucun merci. C'est vrai. Et c'est là où j'ai eu un premier tilt et je me suis dit, mais ça, c'est notre nature. Et ils ont pris après un exemple d'enfant un peu plus grand pour leur montrer finalement un espèce de jeu de théâtre où il y avait des marionnettes, dont une qui était méchante, qui attaquait l'autre, et une qui était beaucoup plus gentille et finalement, voilà, dans la douce. Subissait. Et qui subissait surtout, qui était un peu la victime. Eh bien, naturellement, l'enfant rejetait en fait celui qui faisait du mal. Donc là, c'est pareil, on voit une nature à faire un peu... Alors, les enfants étaient très petits, ils étaient de familles totalement différentes, donc on ne peut pas faire un espèce de ratio à dire que finalement c'est que l'éducation, parce qu'il n'y avait pas encore vraiment... Il y a toujours, dès le départ, bien sûr, on sait que dès la conception, il y a une influence de toute façon de l'environnement qui se joue, mais quand même, on voit la nature de l'enfant. La pureté. Et c'est ça. Et en fait, on apprend au fur et à mesure les codes, et ça en psychologie, on sait très bien, ça porte des noms, enfin voilà. Bien sûr. Et c'est cette structure qui va se figer en nous pour essayer d'être dans un espèce de mimétisme qui n'est pas forcément celui qui nous convient. Après, l'important, c'est de se sentir bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un modèle qui est le bon, il n'y a pas un modèle qui soit le mieux. Absolument pas. C'est de ça qu'il faut sortir. Donc, pas de culpabilité. Il faut s'accepter comme nous sommes. Vous aimez la structure, vous aimez les points, mais faites-les partout. Et adorez ça, mais c'est ça. Et c'est génial. Et moi, je trouve ça génial. J'ai vu le même exemple chez des scientifiques qui avaient mis dans une même salle, ils avaient mis des bébés qui devaient avoir aussi 1 an et demi, peut-être 2 ans, et ils sont assis et ils jouent. Et à un moment donné, ils lâchent dans cette pièce des serpents. La réaction d'un adulte serait, la plupart du temps, effrayé. Et je veux dire, on serait là, oh non, moi j'aime pas, oh non, je veux pas toucher, c'est visqueux, et je veux pas ceci, je veux pas cela. L'enfant
ne connaît pas cette notion de peur. Oui. Il n'a pas été formaté à Oui. attention danger, ou attention méchant, ou attention ceci. Et donc, il s'approche du serpent Oui. et il joue avec. Oui. Et ça ne pose aucun problème. Et c'est là où on se rend compte à quel point on est formaté Complètement. dans un système qui fait qu'à l'âge adulte, quand on prend un peu ce recul et quand on regarde ses enfants et la pureté de ses enfants, on se dit à quel point on s'est trompé. C'est ça. Alors après, on ne peut pas en vouloir évidemment à notre éducation ni à nos parents. Non. Mais peut-être qu'en tant que parents, voir comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à nos enfants. Vous avez des enfants ? Oui, 2. Qu'est-ce que, du coup, maintenant que vous avez ce recul, cet accompagnement et ce professionnalisme spirituel, si je puis dire, est-ce que justement il y a une autre façon, une autre approche, une autre éducation que vous inculquez à vos enfants ? Oui, totalement. Dans une ouverture différente, vous pourrez témoigner. C'est pas loin. Mais oui, totalement. Alors, ils ont pris une voie justement d'accompagnement eux aussi, ce qui n'a pas été influencé à la maison du tout, puisque dans mon parcours, j'ai quand même pris le temps au départ de pouvoir être avec mes enfants. J'ai eu cette chance de passer les premières années avec eux et d'avoir leur papa qui soit justement, lui, plutôt dans le côté travail. Et j'ai eu la chance de pouvoir mener une éducation qui ressemblait à mes intuitions et à mes instincts. Et c'est drôle que vous me dites ça, parce qu'on a un petit côté quand même intuitif, parce que j'étais en train de penser quand vous parlez, justement, à la manière dont j'ai élevé mes enfants. Et c'est drôle que vous me le demandez à ce moment-là. Et j'ai toujours été très inspirée des peuples qui sont très proches de leurs enfants, comme les peuples africains, où j'aime beaucoup... Alors, quand je parle du peuple africain, c'est vraiment l'ancien temps, les tribus encore, et la manière dont l'enfant... Qui existe encore totalement, bien sûr. et qui ont leur manière de garder l'enfant à proximité, en fait, et de ne pas le mettre finalement en manque au départ. Donc, ils portent les enfants, alors ils sont assez proches, elles vont allaiter, elles vont avoir... voilà. J'avais envie de m'inspirer de ça, moi ça me parlait en tout cas, et de laisser l'espèce d'instinct à l'enfant, sans le contredire dans l'instinct, mais en mettant un cadre qui était juste, que j'appelais en fait les contrats de compromis. Quand ils ont grandi, on appelait ça un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on peut négocier, mais dans une certaine marge, tout dépend, voilà, Parce que le cadre est nécessaire aussi. C'est essentiel Bien même, sûr. c'est même Bien essentiel. sûr. Sinon, ça rassure pas, en fait. Mais c'est toute la difficulté du positionnement de ce cadre. Oui. C'est-à-dire que oui, le cadre est nécessaire, et d'ailleurs, on sent bien que dans certaines familles, il en manque considérablement. Ça éviterait d'avoir des crétins dans les rues. Mais en même temps, on se dit que positionner, je suis un peu excessif parfois dans mes mots, mais il y a tellement des choses qui m'excèdent comme ça que je le dis et les gens savent à quel point j'ai aussi ce franc-parler-là. Mais c'est là aussi, c'est difficile d'être parent. Ça l'est. Vous parlez de compromis, mais jusqu'où le compromis peut aller ? Quelle est la limite du compromis ? La limite du compromis, c'est ce cadre. Comment est structuré ce cadre ? Un de mes secrets, si je peux dire secret, ça a été de montrer ma vulnérabilité, d'être authentique en fait. J'ai jamais joué à la superwoman, j'ai jamais joué à celle qui sait tout. J'ai toujours dit que je savais selon ce que je connaissais, que c'était la vérité du moment, et que selon ça, on allait se poser et on pouvait en parler. Quand ils ont grandi, je parle, quand ils ont commencé. Il n'y a pas vraiment une crise d'adolescence, en fait, à la maison. Ils ont exprimé tout le temps, en fait. Et bien sûr, on pouvait être en désaccord. Ça, c'est totalement normal. Il y a eu des moments qui étaient plus faciles que d'autres, mais il n'y a jamais eu ce moment de... En fait, vous savez, ce qui est vraiment dangereux dans l'éducation, c'est de jouer au dominant-dominé. Et malheureusement, notre éducation, surtout dans les pays un peu européens, on a beaucoup cette notion-là, mais pas que, parce qu'on peut le voir de plus en plus encore dans d'autres pays où finalement avant il y avait des valeurs, mais ces valeurs se transforment en dominé-dominant. Sauf que quand vous êtes obligé de positionner un cadre et donc avoir une décision finale, en l'occurrence, c'est quand même vous qui prenez la décision finale. Oui, sauf que dans le... Je m'excuse, du coup, on approfondit, mais c'est important ce que vous dites. Quand on pose un cadre, ce n'est pas dominer l'autre. Quand on pose un cadre, c'est un cadre de sécurité selon le savoir, en effet, de quelque chose qui est bénéfique pour l'enfant, auquel on va croire et positionner les choses. Mais très souvent, on voit dans l'éducation... Alors, je sais que certains parents, peut-être, ne s'en rendent pas compte. C'est vraiment pas... Souvent, c'est pas volontaire, absolument pas. C'est pour ça que je les accompagne beaucoup, même dans les... Vraiment, j'ai un accompagnement qui est très franc de vérité, en fait. Vous voyez, où on peut aller dans les choses, on voit qu'il n'y a jamais de jugement. Et donc, en fait, parfois, le parent ne se rend pas compte, mais il rejoue quelque chose que lui-même, en fait, a vécu. Évidemment. Et c'est là où ça va bloquer la plupart du temps. Parce que l'enfant sent que c'est pas juste. C'est pour ça qu'il pousse.
il va pousser jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire il va amener à ce que le parent soit excédé et sorte de ses gonds, parce que finalement, c'est là où il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que les jeunes et les enfants sont là pour déstructurer ce qui est figé et poussiéreux. Il faut quand même le reconnaître. Sans la jeunesse, le monde n'évolue pas. On a besoin de la jeunesse, c'est important. Mais malheureusement, cette jeunesse, parfois, elle n'est pas écoutée et pas entendue. Vous êtes de la même génération que moi. On a tous connu le regard de la personne âgée qui nous juge dans le bus parce qu'on est jeune. On a connu. Et c'est encore, juste le fait d'être jeune, voilà, juste le fait d'être jeune, ouais, on est coupable de quelque chose, en fait. Et c'est ce manque de considération et d'égalité qui ne devrait pas être là. C'est là, en fait, ce jeu de dominant-dominé. Parce que naturellement, un jeune, quand il a conscience de la personne, il va lui laisser sa place, mais il va le faire par lui-même. Il n'aura pas besoin d'avoir cette espèce de rentre-dedans. Alors, je sais que la personne âgée a son histoire, c'est toujours pareil. Chacun a son histoire. Et c'est là, en fait, où il faut œuvrer ensemble, dans le sens de dire, OK, bon, on se remet un peu en question, et puis finalement, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Alors, bien sûr, au sein de la famille d'abord, ce qu'on peut en tout cas changer, et puis au sein des gens autour de nous, pourquoi pas au sein de son entreprise pour les gens qui sont justement dans des entreprises et qui voient que finalement faire changer les choses, ça permet de faire évoluer sans rentrer dans une dramatisation non plus des émotions, quoi. Après, quand vous parlez effectivement et que vous prenez l'exemple du bus et de cette mamie qui n'a pas de place alors que le jeune est installé là, c'est pas une question, moi je pense que c'est évidemment d'abord une question de bon sens, une question d'éducation, une question de respect de nos aînés et une question, ça devrait être un automatisme. C'est ça. Il n'y a même pas de réflexion ou il n'y a pas à cogiter, quoi. Oui. C'est comme quand on voit une femme enceinte qui arrive dans les transports en commun, évidemment. Il n'y a plus de place, on lui laisse la place. Enfin, c'est une question de respect. Et c'est quand même ce qu'il y a 90% du temps. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Bien sûr. On a tendance, en fait, à relever les points négatifs et de ne pas se rappeler les points positifs. Ça, on est très doué pour ça, l'humain. On parlera de l'hypnose quantique fréquentielle, évidemment, parce que l'hypnose et le chamanisme sont entrés dans votre vie. Alors, après ce séjour, cette étape de votre vie qui a duré 11 ans en Israël, c'est là que vous découvrez cet univers du chamanisme et de l'hypnose ? Ou c'est à votre retour en France ? On va dire que j'avais déjà conscience de l'état modifié de conscience. Okay. Ça, j'en avais déjà notion. J'avais juste pas le mot hypnose. Enfin, si, je connaissais un peu l'hypnose, mais j'étais un peu comme les gens qui connaissent pas. Je me disais, oh, tiens, ils font quoi? Ils vont me faire un truc bizarre dans la tête, là. C'est du spectacle. Oui, c'est ça. Il y avait un client comme ça qui venait dans un endroit où je travaillais un peu pendant mes études les week-ends. Et il y en avait un, il avait un look un peu spécial. En plus, à chaque fois, je voulais pas qu'il me regarde dans les yeux. J'avais peur. Si j'avais su que je ferais de l'hypnose un jour, ça me fait rire. Mais oui, c'était du spectacle. Donc bon, ça n'a rien à voir, en fait. Clairement. Et là où finalement l'hypnose et le chamanisme sont entrés dans ma vie, oui, c'est à la naissance de mon fils en fait. C'est là où j'ai vraiment commencé à me poser de vraies questions sur le fonctionnement intérieur, déjà pour avoir une éducation juste pour mon premier, pour essayer d'avoir des réflexes et des compréhensions. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, je peux le citer. Bien sûr. C'est de Edwige Antier, c'est Itinéraire d'un nouveau-né. J'ai beaucoup aimé son approche très humaine où elle regarde l'enfant comme un être qui réfléchit vraiment. Alors moi, forcément, je me suis sentie valorisée par rapport à tout ce que j'avais vécu enfant, où j'ai des mémoires complètement intactes de mes pensées, et de cette conscience à côté de moi qui m'indique et qui me guide. J'ai jamais remis en cause l'amour qui nous accompagne, en fait. Je l'ai appris plus tard. C'est là où les questions se sont posées. Mais elles ne se sont pas vraiment posées. Du moins, j'ai un peu boudé. Mais c'est vite passé. Et à la naissance de mon fils, c'est vrai que là, je me suis posé de réelles questions. Et sur mon cheminement, j'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires, donc là où je vivais. Et parce qu'il y avait une ouverture peut-être plus grande, je ne sais pas, j'avais aussi plus de temps. J'avais mes enfants, donc ça me laissait du temps pour pouvoir parcourir tout cet univers. Mais de là à se dire qu'on va devenir thérapeute ? Bien, on va dire que j'ai toujours fait ça. Alors, j'ai peut-être une anecdote rigolote à vous raconter. Si ma grand-mère était là, elle pourrait le confirmer. Elle est en vie, hein, ma grand-mère, mais si elle était là physiquement. Et quand j'étais toute petite, donc j'avais, je devais avoir dans les 4-5 ans, hein, quand je nomme ce moment-là. En tout cas, je l'ai encore en souvenir, moi aussi. Et elle avait des étudiants et étudiantes qui dormaient à la maison. Elle faisait un peu chambre d'hôte, en fait. Et en fait, les étudiantes, il y avait beaucoup d'Allemandes. Et en Allemagne, ils sont assez ouverts, en fait, sur la médiumnité, sur la perception. Et ma grand-mère était tarologue assez reconnue aussi. Donc, et puis, elle faisait des voyages astro. Parce que, voilà, elle arrive à sortir une partie de sa conscience et voyager avec. Et
Et c'est vrai que du coup, elles avaient déjà entendu ça. Puis elles se sont vite rendues compte, les jeunes filles, que je délivrais des messages assez rapidement. Mais c'était très naturel, en fait. Je faisais pas attention que c'était hors norme. Et donc, les matins, souvent, je me retrouvais coincée dans la cuisine avec les filles qui me posaient des dizaines de questions sur leur vie amoureuse, sur leur alimentation. J'avais 4 ans quand même, faut bien voir le contexte. Et je m'avais ma grand-mère qui arrivait derrière en disant « Mais laissez-la tranquille, ça suffit !» Et en fait, ça répondait vraiment à leurs questions apparemment, puisqu'elles en redemandaient constamment. Moi, je ne savais pas ce que je faisais réellement. Et ce qui a été frappant, c'est qu'à la naissance de mon fils, j'ai eu le même phénomène, sauf que ce sont des chamans qui sont venus me voir et qui ont voulu questionner mon fils en fait plusieurs fois parce qu'il avait apparemment un sens connecté lui aussi. Et comment ces chamans prennent contact avec vous? Alors, on s'est rencontrés dans la rue. Un truc très bête, quoi. Mais complètement. Dans la rue, vous croisez des chamans? Oui, parce que vous savez... Qui vous disent « je suis chaman » ? Vous savez, dans notre société, on aime bien mettre des étiquettes sur ce que c'est un chaman. Il y a du chamanisme dans le monde entier. C'est vrai. Il y a du chamanisme urbain. Exactement. Mais bien sûr. Et puis, tout le monde peut potentiellement avoir une âme chamane, si on peut dire. Alors, c'est quoi? C'est une âme guide, en fait. C'est une âme qui peut-être passe des étapes plus rapidement que les autres. Alors, il existe aussi des degrés. Il y a des personnes qui vraiment ont des existences assez extraordinaires. On en connaît comme Ama ou des gens qui ont vraiment quelque chose de très fort dès le début. Et puis, il y en a d'autres qui cheminent un peu plus rapidement. Puis, il y en a d'autres qui s'éveillent un peu plus sur le tard. Je pense pas qu'il y ait de règles, en fait, tout simplement. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer justement... ces 3 personnes qui m'ont bien secouée. Qui vous disent? J'ai vu mes schémas assez rapidement, en disant que quand vous rencontrez des chamans, ils vous tirent le voile de ce que vous ne voyez pas réellement. Que vous ne voulez pas voir. Voilà, exactement. Ouais. Et hop, et vous vous retrouvez à nu. Donc, révélation? Oui, beaucoup de révélations à ce moment-là, et notamment avec la naissance de mon fils. Comme, si vous voulez, comme j'ai eu cette enfance particulière, j'ai eu aussi des moments de vie un peu difficiles où j'ai eu des parents très jeunes qui, à certains moments, n'ont pas pu m'accompagner. Donc, j'ai été chez une grand-mère que je connaissais pas. Ça a été un moment de vie assez compliqué. C'était pas chez moi, c'était c'était en Bretagne. Et j'ai vécu des moments assez durs émotionnellement, mais aussi très puissants parce que je me reconnectais à la nature comme j'avais jamais connu. Moi qui étais la petite fille de la ville, j'arrivais en campagne et là, je découvrais la boue, je découvrais les insectes, je découvrais les fleurs, les plantes et tout ce qui allait avec. Et en fait, ça m'a... À ce moment-là, j'étais très proche de ce qu'on peut appeler une spiritualité, de l'amour, en fait, que je ressentais, qui m'accompagnait tout le temps. On pourrait appeler ça des guides, mais j'aime pas trop mettre tous ces termes, en fait, même si des fois, j'aime bien jouer avec le perché. Mais réellement, je pense que c'est quelque chose qui est là avec nous constamment. C'est une conscience qui est là. Et on peut la subdiviser tant qu'on veut, mais quoi qu'il arrive, c'est une unité aussi. Et je communiquais très facilement, en fait. C'est comme si ça me guidait. Je savais intuitivement où est-ce qu'il fallait que j'aille au moment où j'y allais. Vous voyez, je ratais pas de rendez-vous. Enfin, c'était fou quand même, combien tout était bien rythmé et facile. Et en fait, mais le moment a été très, très dur à un moment donné. Et j'ai à un moment donné, j'en ai voulu au ciel, entre guillemets, parce que je me sentais abandonnée, en fait. Je me suis dit, pourquoi je vis cette expérience-là? Et je vous parle de ça, j'ai 7 ans quand même. Et je suis en train de les engueuler et en dire, pourquoi vous me faites vivre un truc comme ça? Je comprends pas, là, je comprends pas. Ce qui, avec le recul, est une chance extraordinaire. Mais complètement. J'oublierai jamais, en fait. Il y a eu des moments, c'est vrai, très compliqués. Mais ce que j'ai découvert en moi à ce moment-là, ça a été... Enfin voilà, puis c'est un âge où normalement on ne vit pas vraiment ces découvertes-là, donc vous imaginez la richesse que ça a apporté. Arrivée à l'adolescence, j'ai eu vers les 14 ans, pareil, je suis madame anecdote, donc ça va peut-être vous faire rire. Je fais ma première soirée avec les amis, on boit un peu d'alcool, voilà, tout simplement, le truc très bête, c'était la première fois, j'en avais jamais bu. Et en fait, à ce moment-là, j'ai un éclair de perception, de lucidité médiumnique, en fait, qui est arrivé. Et j'ai le père de mon compagnon de l'époque, qui était décédé, qui est venu, en fait, et qui m'a parlé comme je vous parle là, en fait. Et donc, j'ai dit à mon compagnon tout ce qu'il lui disait. 14 ans. Tout va bien. Je voyais mon compagnon se décomposer, c'est ça. Mais moi, je me disais, bon, je fais pas trop gaffe, je sais pas trop ce que je dis. Et en fait, lui, il pleurait. Il pleurait parce que je lui donnais des choses que je ne savais pas. Très précis, j'imagine. C'est extrêmement précis. Oui.
Et ça a changé quelque chose dans sa vie, parce qu'en plus, il y a même prévenu de quelque chose qui était potentiellement devait arriver, qu'il fallait qu'il fasse attention. Ok. Donc, j'avoue que j'ai été très choquée par cette soirée-là, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Lui ne m'a plus regardé pareil, en fait, après ça. Et c'est là où les voyages astro ont commencé à rentrer aussi un peu dans ma vie, un peu plus consciemment, on va dire. Ce que je faisais sans vraiment m'en rendre compte. Je commence à m'intéresser à ce que ma grand-mère faisait, voilà, et en comprenant qu'il y a quand même des règles, des codes, voilà. Quelle différence faites-vous alors à ce moment-là entre les voyages astro que vous vivez dans cette période-là et à 22 ans avec la NDE que vous allez faire pendant votre sommeil, qui pourrait être considéré, pas nécessairement comme une NDE, mais comme un voyage astral simple. Tout à fait, ça pourrait totalement, bien évidemment. La seule différence, c'est le retour au corps physique qui est très, très étrange. C'est pour ça, en fait, que je pense que j'ai interprété ça comme quand même une expérience de déconnexion. Quelque chose était plus fort que d'habitude. Si vous voulez, dans les moments où je sentais mon corps un peu vaciller et pouvoir voyager, effectivement. Je sais que c'est très bizarre. Vous savez, c'est la première fois que je parle avec autant d'authenticité, sachez-le. Parce que, oui, je suis souvent un peu cachée derrière mon côté thérapeute, hypnose, carré, cadré. C'est pour ça que là, quand je vous parle comme ça, vous imaginez pas l'exercice qu'on me que dit, c'est. Ah oui, c'est ça. à part mes proches. Mais c'est ça qui est magnifique, parce que c'est ce que cette émission permet. C'est ça, c'est ce que j'ai osé avec vous. On n'a pas parlé de la montée de Kundalini et tout le reste, hein, donc allons-y. Hein. Et donc... Donc pour vous, la différence entre une NDE et un voyage astral, c'est le fait que pendant votre sommeil, c'est le retour au corps. Oui, c'est le retour au corps qui est quand même plus violent. Qui est plus violent, exactement. Donc il est possible que finalement le départ soit un peu comme un voyage astral finalement. Alors j'aime pas trop lire les livres de ce que les gens disent. Alors j'en lis certains, mais quand même peu, pour garder un côté expérience par moi-même. Et de là, après, je vais chercher parfois de l'information. Et des fois pas, finalement. Donc peut-être que des gens auront des explications précises à ce que je vous dis là. C'est totalement possible. Moi, ça ne m'a pas forcément intéressé d'aller chercher une interprétation là-dessus. Mais la différence qu'il y a, c'est que du coup, comme par exemple ma grand-mère, qui elle est capable de visualiser la lumière et de se projeter dans la lumière et d'aller là où elle veut. En fait, elle passe par les systèmes électriques. C'est très bizarre, je sais. Ah, mais, la lumière électrique. Oui, elle passe par les réseaux électriques. Non. Cette fameuse lumière blanche que tout le monde, pendant une NDE ou une EMI, est censé voir. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ça, c'est vraiment le voyage astral. En fait, c'est comme ça qu'elle l'interprète. Et elle s'allonge, et puis elle va regarder la lumière. Et en regardant la lumière, en fait, elle arrive à se projeter et à être, par exemple, dans un endroit où elle pouvait voir mon oncle. Par exemple, quand il allait pas bien, elle savait exactement comment il allait parce qu'elle allait lui rendre visite de cette manière-là. Ah ouais. Et elle ressortait par la lumière. Sa conscience ressortait par la lumière, en fait, de où mon oncle se trouvait. Et quand elle me racontait ça, moi, je trouvais ça incroyable. Mais du coup, j'ai voulu le tester. Bien sûr. Sauf que, bon, elle m'a un petit peu refroidi. Je me rappelle toujours un jour, j'étais à côté d'elle, j'étais en mode, je vais y arriver. Et je voulais le faire consciemment, pas simplement dans les rêves, parce que naturellement, la nuit, j'en fais depuis toute petite. Mais je voulais le faire consciemment en étant dans un état d'éveil. Et alors, je réussissais, mais elle m'a rattrapée en me tenant la main, en me disant, mais qu'est-ce que tu fais ? Reste là, tu dois pas faire ça maintenant. Et donc, moi, j'écoute ma grand-mère. Donc, j'ai laissé ça un peu de côté un moment. Et pas de pourquoi ? Non, je lui fais confiance totalement. Et la réponse, vous l'avez eue ? La réponse, c'est que c'est peut-être dangereux. Elle a raison. Il faut savoir projeter sa conscience. Sinon, on peut faire ce qu'on appelle une déconnexion et finalement être à même d'attirer des choses de manière un peu comme magnétique, des choses un peu plus sombres ou un peu Je vais pas dédier cette interview à ça. Bien évidemment, j'en connais un rayon puisque pour prétendre travailler comme je le travaille, vous imaginez bien que j'ai été explorer les deux côtés. Expérimenter. Bah oui, bien entendu. Exactement. Il a fallu que j'arrive vraiment à une certaine maîtrise pour pouvoir aider aussi les personnes. Et parfois, quand on parle de ces voyages astro et vous parlez de la difficulté, alors là en l'occurrence d'une NDE, mais les voyages astro, la difficulté de revenir dans son corps. Tout le monde décrit ça en disant quel corps étriqué, combien c'est difficile dans la chaussette, de revenir dans ce corps, et même parfois des gens qui n'y reviennent pas complètement. Qui fait que dans leur vie de tous les jours, ils sentent ce décalage. Oui, d'où l'importance de travailler les failles, puisque les failles émotionnelles sont clairement des embûches à la reconnexion totale à ce que nous sommes, en fait. Et c'est là où on a beaucoup de gens qui restent aussi un peu perchés, ce qu'on appelle perchés,
ou dissociés. Qui ne reviennent pas complètement. Qui ne reviennent pas complètement, en fait. Ces expériences que j'appelle chamaniques, finalement, puisque on peut les apparenter à des expériences de transe, parce que c'est la même chose, en fait. C'est juste que c'est fait dans une condition particulière, et la transe avec un tambour ou un hochet ou autre chose, ou de la musique ou des chants. Voilà, bref, chacun avec sa manière. Voilà, exactement. Et cette médecine-là. Et en fait, il est important d'abord d'apprendre à s'explorer soi dans son fonctionnement, pour justement mieux retrouver la maison quand on y revient. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc, d'où la nécessité d'être accompagné. Voilà, soit accompagné, soit faire un travail d'abord de connaissance de soi. Moi, je ne dis pas développement personnel, j'aime dire travail de connaissance de soi. Une fois qu'on se connaît, qu'on connaît exactement de quoi nous sommes bâtis, et nous sommes bâtis, ça c'est drôle, et bien, ça nous permet justement d'être plus en sécurité. La sécurité, elle est là. Il y a, Laetitia, alors évidemment, dans votre histoire, alors, voilà, je suis toujours très étonné quand on parle de cette Kundalini et de la montée de Kundalini. J'ai reçu des gens, des thérapeutes notamment, et vous avez des gens qui disent je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui a vécu une montée de Kundalini. Voilà, c'est quelque chose... comment être sûr d'abord que c'en est une? Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on me dit... Pour ceux qui affirment avoir vécu ça, c'est extrêmement douloureux, qu'il n'y a pas nécessairement de plaisir. Or, vous, bah si, quand même. Donc, alors, vous mélangez deux histoires. Alors, il y a deux histoires différentes. Ok, très bien. Puisque la deuxième, elle n'était pas plaisante. Je pensais que c'était lié. Je pensais que la montée de Kundalini vous avait apporté ce fameux plaisir dont vous parlez. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Très bien. Non, mais alors, sur l'histoire de la montée de Kundalini, oui. Comment vous décrivez ça et comment être sûr que ce soit précisément ça? Ça a été... alors, mettons déjà une première chose en compte, c'est que je n'ai pas nommé ça une montée de Kundalini moi-même. C'est en parlant à des accompagnants que je peux avoir lorsque moi aussi j'ai besoin de me référer, qui m'ont nommé ça de cette manière-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit une pseudo-montée de Kundalini. Enfin, en tout cas, ce que je suppose, selon ce qu'on m'a dit. Comment décrire ça pour ceux qui ne connaissent pas? Moi, ce qui s'est passé réellement, et ce qui ressemble apparemment, j'étais tranquillement à mon cabinet, tout allait bien, je travaillais en consultation, et à un moment donné, j'ai un ordinateur comme vous, voilà, quand je travaille, et j'écoutais du coup la personne qui était là, en consultation avec moi, et je commence à comme me dissocier. Alors, je connais ça dans les voyages astro. Mais là, c'était réel. Donc, je me suis dit, wow, je fais un malaise vagal. Je manque de sucre. C'est la première chose qu'on se dit, c'est normal. Absolument. Et on peut avoir expérimenté plein de choses, ça n'empêche pas le fait qu'on reste rationnel d'abord. Le placard à gâteau, ça. Vite. Et puis là, je bois de l'eau, je me dis, non, ça va, non, c'est pas ça. Puis je sens des fourmillements au niveau de mes pieds. Je sens plus mes mains, il y a des choses qui s'anesthésient dans mon corps et en même temps, j'ai une espèce de chaleur qui me traverse, mais c'est très désagréable. C'est pour ça que je vous dis c'est pas la même expérience. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent c'est presque douloureux même. Alors ça l'était pas peut-être parce que je suis quand même plus préparée. Okay. C'est pas quelque chose de sauvage, on va dire. Moi, ça fait quand même un paquet d'années que je pratiquais le yoga et plein de choses, voilà. Mais c'était très désagréable dans le sens où vous perdez pied, en fait, et vous ne savez pas ce qui vous arrive. Donc, la première sensation, c'était du coup, la dame, j'arrivais même pas à lui dire, écoutez, je crois que je me sens mal. J'arrivais pas à lui dire. C'est comme si une partie derrière était aux commandes. Donc, ça me rappelait énormément ma conscience de quand j'étais petite. Vous voyez, ça m'a rappelé ça énormément. Où j'étais derrière, en fait, en réflexion totalement logique et rationnelle, et en même temps, tout va bien, c'est normal. Et je voyais l'autre moi qui faisait la séance avec la cliente. Ça, c'est très étrange. Je me suis dit, ça y est, je deviens folle. Ça y est, c'est bon. J'ai déconnecté pour de bon. C'est ça, je suis allée trop loin, là. Pourtant, je faisais rien de spécial à ce moment-là, à part que je préparais un week-end, ce week-end-là, où j'allais aller à la Sainte-Baume, parce que je vais de temps en temps me ressourcer dans la forêt là-bas. Et je me dis, bon, tiens, c'est fou. Et plus ça avançait, je me dis, ça va passer. Mais ça passait pas. Ça allait crescendo, en fait. Et j'avais vraiment cette partie de moi qui menait totalement la session, normale, sans aucun dérapage. C'est ça qui est fou. Et l'autre
En observation. En observation totale. Et là, j'ai senti une ouverture où je ne sais pas ce qui canalisait, mais j'avais l'impression de recevoir comme un enseignement. Vous savez, j'ai même plus de mémoire de tout parce que ça s'est inscrit à l'intérieur, en fait. Et ça a duré. La session s'est finie avec la dame. Après ça, je suis partie en fou rire. Je me suis dit, on m'a droguée, c'est pas possible. Chez ma mère qui est en face de mon cabinet, ma mère a développé avec les années ses dons de magnétisme et de guérison. Donc on est un peu dans la partie à la finalité. Oui, dans c'est la un famille. peu de famille quand même. Hein, ouais, il y a un entre la grand-mère, la mère. C'est clair, voilà. Hein. Et puis c'est les deux côtés. C'est ma grand-mère paternelle, donc du côté de ma mère. Et donc, du coup, j'explose de rire. Je dis, maman, je sais pas ce que je viens de dire, que je suis défoncée. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rien bu, j'ai rien mangé. Et elle me dit, t'es sûre qu'il n'y a pas un client que t'as mis quelque chose? Je fais, mais non, c'est impossible. Puis je savais qui j'avais eu. Et puis là, je me dis, bon, ok. Mais j'étais dans une espèce de sérénité. Qui dure combien de temps? 3 jours. Ah ouais. Donc sérénité, c'est-à-dire que même cette sensation de décalage qu'il peut y avoir... Le décalage a été très fort, mais surtout ce qui est important ici, c'est que j'avais à cette époque-là encore quelque chose sur le cœur, de quelque chose que j'avais vécu il y avait quelques années en arrière, un décès brutal de quelqu'un que j'aimais énormément. Et en fait, jusque-là, je pense que ça ne s'était pas complètement apaisé. Et c'est le seul moment où je pense que j'ai été au cœur de ça. Pendant tout ce temps, hein, c'est ça qui paraît fou, et une espèce de lourdeur s'est totalement envolée. Et j'ai accueilli ce que j'appelle le rire du Bouddha. Qu'est-ce que c'est que ça? Le rire du Bouddha? En fait, c'est un rire qui est spontané et vous avez le ventre qui bouge presque. C'est pour ça que je l'appelle le Bouddha, parce que ça ne se retient pas. Et ça amène une espèce de joie et de légèreté. Peut-être ça vous fait envie, je ne sais pas, mais du coup, en tout cas, c'est génial. C'est un rire spontané? C'est un rire spontané. Alors, pas dans n'importe quelle situation. Hein. C'est pas non plus. Je ne suis pas partie en vrille. C'est pas un yoga du rire non, ou, du tout. Ou une rigologie du ou un truc comme ça. Mais face aux situations qui sont justement où on peut rire en fait finalement, eh bien c'est c'est une joie qui s'exprime en fait. Alors c'est là où je me suis dit tiens, tu t'appelles Laetitia, ça veut dire la joie. Eh bien il était temps que tu l'intègres complètement. C'est comme un voile de tristesse qui est parti à ce moment-là. D'accord. Et je me suis dit tiens, il y a quand même quelque chose à mener dans l'expérience de cette. Alors c'est quelque chose qu'on peut vivre en fait finalement en hypnose quelque part. Mais il faut connaître le chemin pour y aller, c'est toujours pareil. Et pendant ces 3 jours, ce qui était flagrant, c'est les sens, combien ils étaient exacerbés. C'est ça, tout est en éveil. Alors là, c'était jouissif complètement. C'est-à-dire, je mangeais un fruit. Jusque-là, d'ailleurs, je mangeais pas beaucoup de fruits à l'époque. Maintenant, je mange beaucoup plus de fruits. C'est comme si l'éveil de la nature s'est fait en moi, quelque chose. C'était déjà présent, mais là, c'est devenu fois je ne sais pas combien. Est-ce que ça veut dire qu'au 4e jour, vous quittez cet état? Ça descend doucement, mais pas complètement. Depuis, il est resté ce rire naturel. Là, l'espèce de lourdeur qui pouvait être là parfois, une tristesse finalement, est partie, n'est jamais revenue. J'ai retrouvé un vrai sommeil comme je l'avais connu avant, que ça faisait à peu près 4 années que je n'avais pas retrouvé totalement ce sommeil-là. Et puis, je peux dire que beaucoup de choses ont changé à partir de ce moment-là. Mais ce qui est fou, c'est que vous arrivez aujourd'hui évidemment à expliquer l'après. En revanche, le pourquoi vous vivez ça, pourquoi est-ce que ça vous tombe dessus, vous n'avez jamais trouvé pourquoi. Non, il n'y a pas eu de déclencheur, il n'y a pas eu de... surtout que c'était un jour comme les autres, il n'y avait rien de... En plus, au cabinet, c'est pas l'endroit... Oui, c'est ça, on est plutôt attentif à l'autre. Je n'étais pas vraiment tournée vers moi. Par contre, je me rappelle ma frustration de ne pas être seule au moment où ça a commencé, dans le sens où je recevais quelque chose et je voulais poser des questions, en fait, mais je ne pouvais pas parce que je n'étais pas disponible. J'étais disponible à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est la seule chose. Et il y a eu un autre petit moment, c'est que une fois que j'ai été seule, les 2 parties de moi pouvaient communiquer entre elles. Et une a dit à l'autre, dis donc, est-ce que tu es dur avec toi-même? Et en fait, ça a changé quelque chose. Réconciliation. Totalement. Ça, c'était génial. Mais c'est assez fou que vous n'ayez pas une espèce d'angoisse. C'est-à-dire que quand ça vous arrive, vous mais pourriez avoir... j'étais terrorisée quand ça arrivait au départ. Mais oui. Quand ça s'est dissocié, moi, je pensais vraiment que je devenais folle. Vous savez, on a toujours peur dans nos milieux quitter la planète. Oui, j'y ai pensé, c'est vrai. Il y a des gens qui se disent, ça y est, je vais faire un malaise, ça va mal se passer. Non, mais c'est vrai. Je me le suis dit, c'est vrai.
Ah oui, la première heure était moins sympa. Moins sympa. Peut-être ouais, même ok. 2 heures. Et puis, il y a l'effet d'extase comme ça pendant 3 jours, Mm. et qui s'amenuise au C'est fur et à ça, mesure. c'est ça. Et vous vous dites pas non, 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 je veux rester dans cet état-là. Non. Non, c'était mieux quand même. Enfin, D'accord. Bah, Et disons est-ce que c'est que- dur de vivre parmi les... En fait, c'est ça que j'ai eu Mais peur. oui. J'ai eu peur de ne pas redescendre. Ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais dis donc, si tu restes là, comment tu vas vivre une vie normale, en Votre fait? entourage vous voit à ce moment-là, enfin voit Alors, j'appelle mon meilleur ami, j'appelle des gens que je connais un peu pour leur dire... Heureusement, c'est pas moi qui conduisais pour aller à la Sainte-Baume, sinon j'aurais pas pu conduire. J'étais accompagnée ce jour-là, heureusement. Ouais. Mais voilà, oui, ceux à qui je parle, ils rigolent et ils me disent tous, mais dis donc, donne-nous la recette, nous, si on voudrait. C'est sûr. Vous n'avez jamais pu revivre ça comme ça? Non, mais il y a quelque chose qui est resté quand même. C'est-à-dire que je pense, maintenant, quand je me mets en état de méditation ou de présence, l'ouverture, elle est beaucoup plus forte. Et même dans vos guidances, j'allais dire, dans oui, vos accompagnements, ça a changé encore ça a des changé, choses. ouais, j'imagine. Et je pense quand même que même si je ne peux pas dire exactement l'instant qui a déclenché ça, je peux quand même dire que c'est un état de finalité, de construction intérieure qui s'est faite avec une bonne base. Ouais. Et une possibilité de faire péter le bouchon de champagne, en fait. Vous voyez, c'est un peu comme cette tour qui est là et qui peut ouvrir enfin. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'aime bien le tarot. En plus, ma grand-mère est tarologue, donc j'ai la maison de Dieu un peu devant les yeux. Et c'est vrai que c'est un peu ça. C'est cette tour, elle est là, puis elle peut enfin péter et recevoir cette grâce, en fait, qui descend non plus de manière dramatique, mais plus dans la joie cette fois. À partir de quel moment est-ce d'ailleurs ce moment-là qui vous autorise à vous donner ce titre de guide? Parce que c'est vrai que quand vous dites hypnothérapeute ou coach existentiel, bon, tout ça sont des choses un peu classiques. Oui, c'est le avant. Mais guide, et c'est d'ailleurs le premier mot que vous mettez dans la lignée des titres que vous octroyez. Il faut oser dire ce mot. Oui, alors bien sûr, tout dépend de comment vous l'entendez, vous. Parce que vous savez que les mots, chez chacun, ça résonne. Tout dépend de la manière dont vous lui comment trouvez une moi, définition. Du coup, voilà, comment moi je le définis. Oui. Déjà, ça pourrait être guide touristique. C'est vrai, ou guide culinaire, ou voilà, allons-y. C'est la même chose, en fait. Ouais. Donc, en fait, moi, mon travail, c'est de guider vers soi. Je ne me définis pas comme un guide spirituel. Hein. C'est pas ça. Avec quel outil? L'hypnose, donc? Alors, donc, l'hypnose, mais moi, je dirais plus avec toutes les années, parce que l'hypnose, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans maintenant. J'aime pas compter, c'est là où je me rappelle mon âge. C'est bien. Ça fait tellement longtemps, en fait, que c'est un outil que j'ai intégré. Mais je dirais plutôt à la rencontre de soi-même dans une vraie vérité. Et c'est l'authenticité, en fait. L'authenticité et la vérité de ce qu'on peut être au moment où on partage un instant, en fait. Et vous savez, la plupart du temps, c'est qu'un oubli de soi, nos malheurs. Il y a des événements extérieurs qui sont là, et j'en ai vécu, donc autant vous dire que je sais... La vie m'a bien fait expérimenter certaines choses. Mais même ces moments-là, quand on retrouve la mémoire de ce que nous sommes réellement, qui est à portée de main, mais qui n'est pas là non plus sans effort. C'est ça qui est assez... c'est ça qui peut-être est un peu dur pour certains à comprendre aussi, c'est-à-dire qu'on aimerait que ce soit... c'est notre héritage, alors on y va. Enfin, pourquoi c'est pas là? Pourquoi il y a toute cette société-là qui nous empêche finalement? J'ai tellement dit ça souvent aussi. Oui. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'en passer par là? C'est vrai. Tout à fait. Parce qu'il y a la mémoire à retrouver. Et c'est que dans l'oubli que la mémoire peut se trouver, en fait. Il y a une notion, en fait, d'oubli. Vous savez, on dit parfois il faut oublier 7 fois pour se rappeler vraiment. Vous connaissez cette phrase? Non. Ah bon, moi, on me l'a répétée beaucoup petite. Voilà, il faut avoir oublié plusieurs fois quelque chose pour vraiment l'intégrer. Eh bien, c'est un peu ça, en fait. Je pense qu'on va oublier, réoublier, pour qu'en fait, réellement, finalement, on puisse le ressentir profondément. Et je pense que quand la vie sur Terre pourrait être la fin, moi, je n'ai pas vraiment une conception de la mort assez traditionnelle, à part avec les voyages, en fait, si vous voulez, je vois que la conscience continue tellement à vivre, il n'y a pas d'état de mort, en fait.
Donc j'ai du mal à parler de la mort comme on en parle un peu ici. Comme Par une contre, fin. il y a une vraie séparation avec le corps physique que j'ai déjà d'ailleurs vécu et expérimenté dans la rencontre avec moi-même. C'est aussi une expérience à vivre à un moment donné. C'est savoir qu'à un moment donné, on va se séparer de quelque chose quand même en nous. Et c'est douloureux. C'est quand même une partie de nous auquel on va dire au revoir à un moment donné. Mais si c'est fait dans les codes, c'est-à-dire dans l'amour, dans la bienveillance, dans toute cette douceur-là, en fait, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se remet à terre-mère, en fait. Et alors, j'aime bien dire terre-mère parce qu'il ne faut pas l'oublier quand même, on est issu de cette matière. J'entends ce que vous me dites, et c'est tellement plein de bon sens, tellement de justesse, tellement d'amour aussi dans la manière dont vous dites les choses. En revanche, on peut aussi se dire que est-ce qu'on peut tenir ce discours-là quand on sait qu'on est aux portes, au cœur d'une souffrance inégalable? Est-ce qu'on peut dire la même chose? Vous savez, la souffrance, c'est aussi une fonction cérébrale. Et oui. Et tout est aussi dans la capacité de cet instant-là, de ce qu'on a quelque part besoin de ressentir. Vous savez, c'est dur, hein, mais vous connaissez la démence sénile? Non. Chez certaines personnes âgées, lorsqu'elles vieillissent vraiment, Je elles vois, arrivent à des âges oui, je des âges connais au critiques. travers, bien sûr. C'est ça. Souvent, ces personnes... Je n'ai pas vécu ça, en tout cas. Comme j'ai pas mal de gens les récits sont assez similaires. Vous savez, ce qui est bien, c'est que comme ça fait quand même plus de 15 ans que j'accompagne réellement, c'est mon métier, c'est pas j'ai fait ça en dilettante, c'est mon métier H24. Et c'est vrai que ça m'a amené énormément d'expérience humaine aussi, qui a pu confirmer certaines choses aussi. Eh bien, vous savez, quand quelqu'un... souvent, on voit que ces personnes, lorsqu'elles perdent un peu la tête, elles vont montrer des visages différents de ce qu'elles avaient été, finalement. Et ce qu'on appelle parfois cette démence sénile, j'ai des personnes qui relatent que la personnalité de la personne devient presque diabolique, en fait. Horrible, d'une méchanceté féroce, en fait. Et eh bien, c'est ces croyances et ces perceptions internes. C'est ce qu'on est censé travailler quand on est vivant encore, quand on est bien conscient. C'est pour ça, en fait, que quelque part, quand on dit que le réveil, il est d'abord par soi-même, et qu'il n'y a rien à changer à l'extérieur, c'est tout à l'intérieur qu'il faut aller explorer, parce que c'est là où je vais vous amener finalement à pourquoi j'ai appelé ma pratique hypnose quantique fréquentielle, parce qu'en fait, réellement, c'est changer de fréquence. Changer de fréquence, en fait, ça vous amène en effet à devenir alors je ne dirais jamais contrôle, parce que le contrôle, c'est une structure rigide menée par la peur. Je parlerai de maîtrise, apprentissage, connaissance, et mise en place dans l'expérience. Quand vous changez de fréquence, vous pouvez vous rendre compte que même les gens vous sourient dans la rue. Ce que vous mettez en place et ce que vous émanez construit votre existence, en fait. Vous savez, une fois, je marchais dans la rue, j'étais avec un ami et je lui disais, et c'était une rue un peu malfamée, un peu, voilà. Et et puis moi j'étais quand même habillée assez féminine, enfin voilà, j'aurais pu être sifflée ou je ne sais trop quoi. Et mon ami me dit, non, viens, on traverse, on va pas passer là, parce qu'il avait vu 3 jeunes un peu qui semblaient un peu excités, à se parler un peu. Hein. Et je lui ai dit, non, on va pas traverser, on va rester. Et je lui ai dit, tu vois, c'est maintenant en fait. C'est maintenant que tu peux le voir si tu veux le voir. Et là, je lui ai dit, viens, on avance. Et je suis juste dans mon authenticité, en fait, c'est tout. Je cherche pas à faire quoi que ce soit de spécial. Je me dis que de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. La vérité, c'est juste que je suis dans ma fréquence. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? Le jeune s'est poussé pour me laisser passer et m'a dit, pardon, madame. Et l'autre l'a regardé, il a dit, mais t'es une tapette, toi, ou quoi? Pourquoi tu lui dis pardon? Même lui, il n'a pas compris ce qui s'est passé, en fait. Et j'ai remercié et je suis passée. C'est ça, la fréquence, en fait. Et quand je propose dans mon travail, c'est ça, c'est changer cette fréquence. Cette fréquence de perception, c'est une capacité que nous avons de manière innée. C'est pas de la magie. Et cette fréquence, on va la chercher par le biais de l'hypnose? Oui, de l'hypnose, mais de la musicothérapie aussi, la fréquence sonore, hein, qui va vraiment venir activer certaines choses, libérer d'autres. Quand je travaille avec des jeunes enfants, je travaille beaucoup avec des jeunes enfants où les parents sont souvent dépassés par les crises, l'anxiété, la phobie, ou des choses, ou même parfois de la colère intense. Eh bien, tous les parents voient qu'en fait, quand on travaille, c'est assez rapide sur les enfants. La plupart du temps, ils sont assez scotchés de voir ce que le son peut aider à faire. Et aujourd'hui, le son, je l'ai intégré dans ma voix et c'est vrai que par la voix, ça passe. Par le chant? Le chant, mais aussi la parole. Le chant et la parole. Et la puissance des mots. Oui. Choisis. C'est ça. Et lorsque je forme mes hypnothérapeutes,
bien je leur apprends à câbler leur voix, parce que c'est important. Donc vous guidez, vous formez, vous accompagnez, et alors évidemment aussi avec des thématiques problématiques plus terre à terre. Ah oui, je pense à la perte de poids, ah oui, je pense à l'arrêt du tabac, tout à fait. Jusqu'à effectivement tous les grands classiques de l'estime de soi, de la recherche de soi, de l'équilibre émotionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors comme j'ai beaucoup quand même de choses et que je fais aussi beaucoup de constellations de l'âme, que j'ai appelé l'âme parce que c'est pareil, j'ai créé entre guillemets une méthodologie qui est un peu plus chamanique, un peu plus dans l'observation de toutes les aspérités en fait de l'humain. Bien sûr, le familial en fait partie, mais pas que. Et je sens que vous êtes prêt pour une séance d'hypnose, Marc. Et non, je vous écoute très très attentivement. Mais c'est ça l'hypnose. C'est un état de concentration supérieur. C'est vrai. Et quand parfois je regarde l'heure pour être dans le timing, je me dis on en est déjà là. Oui, c'est exactement la même chose quand on conduit, on ne compte pas les kilomètres. Et pourtant on regarde le compteur et on se dit on a déjà fait 50 kilomètres. C'est ça. Non, mais je suis très exactement ça. Oui, je le vois. Et en fait, donc, dans ces approches-là, en fait, on va chercher justement plusieurs points importants. Et ce que je voulais vous dire, du coup, parce que je me suis un peu éparpillée là, c'est que dans les choses que je fais justement, comme il y a beaucoup de choses, je fais des retraites aussi immersives, ce qui est important aussi des fois de passer plusieurs jours ensemble ou une semaine ensemble. C'est vrai qu'on va explorer encore. Souvent, je le vois, on va un peu à la rencontre de ce qui finalement en groupe ressort beaucoup mieux que quand on est tout seul dans le cabinet. Il faut pas se mentir. On parle de l'égrégore du groupe, évidemment. C'est une évidence. Et puis ça nous confronte directement à la société et à son regard. Et donc c'est vrai que la perte de poids, je le fais toujours, bien sûr, parce que j'ai une approche de toute façon plus holistique. Et puis un arrêt du tabac aussi. C'est pas très classique complètement, mais ça parle beaucoup aux hypersensibles, aux gens qui ont cette sensibilité ou l'artistique. C'est pour ça que quand on vous écoute maintenant, le titre de guide me semble plus adéquat par rapport à votre champ d'action, en tout cas la palette d'outils que vous pouvez utiliser. Parce qu'on est parfois évidemment dans le très concret comme dans le très spirituel. Et que vous allez orienter en fonction évidemment de la problématique des gens, du ressenti que vous pouvez avoir à ce moment-là. C'est pour ça que j'aime aussi à apprendre. J'apprends tout le temps. Je suis tout le temps en apprentissage, c'est important pour moi. Et au travers des voyages et au travers aussi de formations. Et transmettre. C'est important. Évidemment. Puis je pense qu'il faut être élève toute sa vie et être aussi Deux enseignant. Choses. Est-ce qu'on peut vous consulter à distance ou on est obligé d'aller à Nice? Bien sûr, pas mal, à distance. C'est sympa à Nice. C'est sympa, on est pas mal à Nice non plus. On peut me consulter à distance, allez manger bien sûr. Au Palais de la Découverte. Non, c'est le palais. Non, c'est pas le Palais de la Méditerranée. Le Palais de la Méditerranée. Le Palais de la Découverte, c'est à Paris. Au Palais de la Méditerranée. Oui, très sympa. Ils ont refait. Oui, c'est beau. Il est beau, hein. Oui. Ils ont gardé juste la façade qu'ils ont restaurée parce qu'elle est monument historique. Oui, tout à fait. Elle l'est, oui. Et il y a un très bel hôtel à l'intérieur avec un spa et tout. Et il y a un restaurant à l'étage sur une terrasse qui donne sur la mer. Exactement. Nom de Zeus. Donc on peut vous consulter à distance. Oui, tout à fait. Oui, je travaille depuis des années à distance sans souci. Comme je vous dis, c'est la voie. Donc il n'y a pas de souci. Et voilà. Puis après, voilà. Et les formations aussi, elles sont aussi mises en place pour pouvoir être suivies à distance aussi. Et les retraites aussi. Oui. Bon, on va mettre autour de la vidéo, parce que c'est très vaste votre champ d'action. Oui, c'est vrai. On va mettre autour de la vidéo tous les liens qui vont vous permettre de rentrer en contact avec Laetitia, de prendre d'abord soin de vous. C'est vrai que... C'est ça. Voilà. Et c'est intéressant de vous entendre parce que le fait que vous accompagniez des tout-petits, ça prouve qu'il y a quand même des parents qui sont dans cette dynamique-là, dans cette énergie-là, dans cette prise de conscience-là. Et vous savez quoi ? Souvent, c'est les petits maîtres qui amènent les parents derrière. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que leurs parents aillent bien. Ben oui, bien sûr. Et cette pureté des enfants qui est extraordinaire. Extraordinaire. Merci Laetitia. De tout cœur, merci Marc. Merci infiniment. Vous allez pouvoir commenter, comme d'habitude, avec bienveillance, partager bien sûr le site internet autour de cette vidéo. Prenez soin de vous, prenez contact avec Laetitia. Et juste un mot, pourquoi vous avez choisi ce titre, Souviens-toi ? Souviens-toi de qui tu es réellement. Tu es amour, tu es un être d'amour, avec une structure. Et aime-toi. Tout va bien. Allez, merci, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. À très bientôt.